Bonjour à tous, bienvenue sur Bismart. Vous regardez Smart Tech en direct à 11 h, votre émission quotidienne sur le monde de l'innovation. On pousse les portes aussi de cette nouvelle société numérique. Et aujourd'hui, on va commencer par une exhortation à revoir notre stratégie en matière de souveraineté, justement, numérique. Alors, on va voir déjà pourquoi les politiques jusqu'ici mises en place semblent défaillantes au regard de l'objectif visé et quelles seraient les mesures qu'il faudrait mettre en place. Ce sera avec vous, Régis Portales. Vous êtes mon premier invité, on en parle dans quelques instants. Et puis au cœur de cette émission, on va revenir sur l'affaire de l'été, en plein cœur de l'été, des révélations sur un espionnage mondial, c'est le projet Pegasus. Alors pourquoi on revient sur cette affaire? Eh bien pour en comprendre tous les tenants et les aboutissants et surtout en tirer les bons enseignements pour la suite. Et on continuera dans la même veine à parler de cybersécurité avec des actes moins spectaculaires mais tout aussi quotidiens et qui doivent nous alerter, nous faire prendre conscience des bonnes pratiques à adopter. Ce sera avec Damien Bancal dans le rendez-vous l'alerte cyber tout à l'heure. Et puis on conclura par un reportage sur un ancien pilote reconverti en entrepreneur. Il prépare une berline qui pourrait être la première berline à rouler à l'hydrogène. Mais tout de suite, donc place à l'interview. Alors on va parler de cette note sur la souveraineté numérique qui a été diffusée et réalisée par Intérêt Général, qui est un groupe, une plateforme d'innovation politique et de recherche idéologique, et également le collectif X Alternative, dont Régis Portales est le fondateur. Bonjour, merci d'être dans Smart Tech. Vous avez coordonné en fait la réalisation de cette note sur la souveraineté numérique. Alors quand on parle d'Intérêt Général et de X Alternative, ce sont des groupes, des associations, des collectifs. Il n'y a pas de signataire, je n'ai pas trouvé de nom moi, au bas de cette note. Oui, tout à fait. C'est un principe d'intérêt général où les notes sont signées par l'intégralité du collectif, c'est-à-dire pas juste par l'association, enfin le groupe. Et chez X Alternative, c'est ce qu'on avait décidé aussi, c'est que quand on fait des publications au nom du groupe, c'est le groupe tout entier qui signe. Alors, travail collectif, on peut peut-être essayer quand même de définir qui est derrière. Quel type de profil on retrouve? Chez Intérêt Général, c'est surtout des hauts fonctionnaires qui sont dans des administrations. Chez X Alternative, c'est des ingénieurs de différents âges. Ça va d'élèves qui sont encore en scolarité à Polytechnique, des gens plutôt comme moi qui sont en milieu de carrière, début de carrière, et puis des retraités qui ont une expérience de carrière, qui ont vu comment ça marchait avant. Donc ils ont tous des fonctions importantes autour de l'informatique ou une expérience importante en matière de stratégie technologique? Tout à fait, oui. Ok, alors le titre précis de la note, c'est Souveraineté numérique, reconquérir et protéger les 4 piliers d'une stratégie planifiée et intégrée. Alors ça commence par nous donner l'ampleur du contexte, mesurer la profondeur, vous dites, de notre dépendance aux écosystèmes asiatiques et états-uniens, qui serait le résultat de choix délibérés, vous dites. Oui, c'est... on le voit notamment... Alors, la profondeur de la dépendance, il faut savoir que même les Américains y sont soumis. Là, je viens de voir ce matin dans le taxi une note sur les Américains qui confient à Intel la production de processeurs pour la défense, parce qu'en fait, 80% de la production de processeurs se fait dans l'écosystème asiatique via Taïwan et la Corée du Sud. Nous, c'est encore pire parce que face à la pénurie, il y a eu un sursaut, un réveil. Les Américains, de l'autre côté de l'Atlantique, pour dire qu'il va falloir qu'on relocalise certaines productions stratégiques. Exactement. Et les choix délibérés, on le voit quand on regarde Alcatel, par exemple. Alcatel, c'était le numéro 1 mondial des télécommunications en 2000. Et ça a été, c'est la thèse qu'on défend, volontairement démantelée pour en faire un centre de profit et délocaliser les usines qui étaient perçues à l'époque par Serge Turuk. C'est le mot délibéré qui est quand même important dans ce que vous expliquez. Pourquoi volontairement? Pourquoi vous dites volontairement? La stratégie était de, vous savez, Serge Turuk, qui était le patron d'Alcatel à l'époque, avait dit on va faire du fabless et envoyer toutes les usines à l'étranger et nous concentrer sur la valeur ajoutée. Et alors d'une part ça n'a pas marché puisque Alcatel a fini en quasi faillite, s'est fait racheter par Lucent, puis après par Nokia, et puis aujourd'hui il en reste vraiment plus grand chose. Même sur le cours de bourse ça n'a pas marché et aujourd'hui ça ne marche pas non plus sur notre approvisionnement. Donc en fait, ce que vous dénoncez, c'est la perte de savoir-faire technique. Oui. C'est ça. Oui. Qui ne semblait pas être la valeur ajoutée principale, mais qui aujourd'hui redevient une évidence. Exactement. Donc au nom d'une profitabilité à court terme, on a sacrifié des savoir-faire techniques et des capacités de production qui aujourd'hui nous manquent, notamment dans l'automobile, quand Renault arrête ses usines.
Peut-être qu'ils regrettent un peu d'avoir... Alors ça, ce sont des politiques d'entreprise propres à leurs problématiques. Ce que vous dénoncez aussi, c'est les choix plus politiques de travailler autour de la Startup Nation. Oui, c'est quand même le quinquennat actuel nous vante beaucoup la Startup Nation, ou en tout cas elle l'a vanté pendant la campagne. Et ce qu'on dit, c'est que c'est bien, les startups, il en faut, c'est très bien. Mais la French Tech, ça date d'encore avant. Hein. Oui, bien sûr. Mais c'est pas ça qui fait un écosystème ni une stratégie. Les startups, à un moment, elles sont dépendantes de ce qu'il y a en dessous, notamment de la production de processeurs, de la production de systèmes d'exploitation, de l'écosystème réseau, du cloud, de toutes ces choses-là. Et ça, c'est pas... Même avec des financements, qui aujourd'hui sont d'ailleurs lacunaires... C'est ce que je veux dire. Il y a quand même l'effet bénéfique, c'est qu'il y a eu un investissement quand même massif sur les nouvelles plateformes, les nouvelles technologies. Eh bien, pas tant que ça, en fait. Moi, je vais peut-être un peu être dissonant ici, mais j'ai l'impression que le capital risque français est très mauvais dans l'investissement dans les techs. Il y a quelque chose qui nous fait beaucoup de mal, je pense, c'est le mythe de du créateur d'entreprise dans son garage, qui en quelques semaines fait quelque chose de merveilleux et qui aboutit à sa licorne en 2 ans, ouais. Alors qu'en fait, il faut du temps, il faut du monde, il faut des compétences, il faut des gens à l'université. Aujourd'hui, il y a des fonds qui investissent dans les deep tech qui sont justement dans ces problématiques de temps. Mais après, beaucoup de monde quand même me dit... Il y a des fonds pour les petites levées de fonds, et quand il s'agit de lever 150 millions, là c'est plus compliqué, mais ça progresse quand même. Ce que vous dénoncez aussi dans cette Startup Nation, c'est finalement d'avoir mis l'accent plus sur des projets que sur la technique, c'est ça? C'est plutôt sur la totale liberté du marché pour décider ce qu'il faut, et l'absence de stratégie générale. Oui. Donc c'est ce que je disais, c'est bien qu'il y ait des startups qui lancent des choses, même qui deviennent très grosses, mais c'est pas ça qui fait une stratégie. C'est pour ça qu'on parle de stratégie planifiée et intégrée. Alors qu'est-ce que ça veut dire justement une filière intégrée que vous appelez de vos voeux? C'est ce qu'on détaille dans la note, c'est-à-dire contrairement un peu à ce qu'on peut beaucoup lire sur le numérique, on défend l'idée que le numérique c'est un écosystème vertical qui part des mines de terres rares, qui aujourd'hui sont en Chine ou un peu ailleurs, mais essentiellement en Chine, leur raffinage. Donc on avait du raffinage en France, il y a une usine qui est en train de fermer de silicium. Sur les terres rares, c'est pareil. Ensuite, ça va à la conception de processeurs. Ça, on a du monde, c'est ARM, mais qui est en train de se faire racheter par les Américains. La fabrication de processeurs, on a encore ST Micro, mais ils ne savent pas faire des processeurs de pointe. Ils savent faire surtout de l'embarquer, de l'intégrer pour l'aviation ou l'automobile. Et ensuite, ce qui va encore au-dessus, c'était l'exploitation. Système réseau, les câbles sous-marins, le réseau physique sur le territoire métropolitain, et puis ensuite les logiciels qui viennent par-dessus. Et c'est là. Donc là, ça veut dire investissement massif quand même sur toute la chaîne. Exactement. Nous, c'est ce qu'on défend. Et après, ça semble très très ambitieux. Hein. Oui, mais pas forcément tant que ça. Pas forcément tant que ça. Là, Samsung, par exemple, vient de mettre 180 milliards de dollars, si je ne me trompe pas, sur 3 ans. Pour réinvestir dans les semi-conducteurs. Oui. Parce qu'ils se font doubler par TSMC, notamment par Intel, qui bénéficie des fonds du plan de relance américain. Et c'est des quantités d'argent, pas... La Corée du Sud, c'est à peu près l'équivalent de la France, en un peu plus petit. Hein. Donc si les Samsung met 180 milliards, peut-être que la France pourrait mettre pas forcément autant. Nous, on parle de 10 milliards pour racheter la moitié d'ARM, enfin un quart d'ARM. Les Anglais mettraient 10 milliards pour en racheter un autre quart, et le reste, on le mettrait en flottant. Ça nous donnerait... Ce serait un investissement de l'État. Ça veut dire... Alors, ça, je pense qu'on a des financiers compétents pour le faire bien. Ça pourrait être financé par de la dette d'État. Ça pourrait être financé par une réorientation de l'épargne privée. On parle beaucoup en ce moment des 180 milliards d'épargne Covid. On pourrait l'orienter vers ce genre de choses. Les sommes sont là, en fait, l'argent est là. Hein. Alors, vous avez évoqué aussi dans cette chaîne la fameuse guerre des backbones, ces tuyaux qui traversent l'Atlantique. Et on a consacré une émission dans Smartech là-dessus, avec Orange qui était en plateau et qui expliquait qu'effectivement, les tuyaux aujourd'hui sont financés par Google, par Facebook, et que finalement, on essaye de voir comment on peut garder la main dessus, mais que ce n'est pas si évident. C'est pas évident, en effet. Et là, c'est vraiment clé, parce que ça veut dire que c'est aussi un contrôle du contenu. Exactement. Qui est délivré. Le plus gros câble sous-marin mondial, c'est Google qui le fait passer des États-Unis à la France.
et qui atterrit quelque part sur la côte atlantique. Bon, alors comment on fait marche arrière là-dessus? Alors voilà, celui-là, c'est... Parce que jusqu'ici, c'était nos opérateurs nationaux qui avaient la main. En général, les câbles étaient détenus par des consortiums dans lesquels Orange était toujours présent. Là, Google met son câble tout seul. Ouais. Mais ça, c'est pas une volonté politique. Ça, c'est juste un constat économique. Ça, c'est juste que les big tech américaines sont devenues tellement puissantes qu'elles ont une puissance légale d'un État. Et alors, est-ce qu'on peut imaginer revenir là-dessus? Alors, nous, on pense que oui, mais c'est compliqué. C'est-à-dire que, par exemple, les Chinois, ce qu'ils font, c'est si vous voulez atteindre le marché chinois, il faut une joint venture avec 51% de l'État chinois qui est dedans. C'est assez agressif, c'est probablement contre les traités européens, mais on pourrait faire quelque chose de similaire. Dire, vous voulez atterrir en France, très bien, mais dans ce cas-là, Orange détient 20% du consortium qui fait du câble et investit les 20% en question. Ça pourrait être des obligations légales de ce genre-là. Bon, et moi, j'ai lu presque la demande d'un retour de l'époque du France Télécom, grande entreprise d'État. Alors voilà, toute une réorganisation. La note est vraiment, je trouve, très bien présentée. En plus, pas trop compliqué de se plonger dedans. Je vous invite à la regarder. C'est un travail qui a été mené pendant plus d'1 an et auquel vous pouvez contribuer puisque c'est en open source. Alors, les contributions seront quand même vérifiées et validées par les auteurs du rapport. Merci beaucoup, Régis Portales. Je rappelle que vous êtes fondateur donc, de X Alternative et donc coordinateur de cette note sur la souveraineté numérique. On passe à un autre sujet d'importance nationale et même internationale. Il s'agit du projet Pegasus. Alors le défi avec mes invités dans ce talk, c'est qu'on comprenne vraiment tout de cette affaire projet Pegasus qui a été révélée en juillet. C'est le fruit d'un travail de rédaction, 17 rédactions internationales réunies au sein d'un consortium, au sein duquel on retrouve d'ailleurs la cellule d'investigation de Radio France ou encore Le Monde. C'est un travail d'enquête qui a été coordonné par l'organisation Forbidden Stories, avec le secours aussi des experts du Security Lab d'Amnesty International. Et il a été démontré donc que plus de 50 000 numéros de téléphone faisaient partie des cibles potentielles de Pegasus, un logiciel espion israélien, le tout réalisé pour le compte d'une dizaine de gouvernements. Voilà une affaire assez impressionnante dont il faut tirer les enseignements aujourd'hui. On en parle donc avec Ingrid Schöllner, directrice marketing et membre du COMEX de Tetris, qui est un éditeur français de logiciels de cybersécurité, spécialiste de la neutralisation automatique des cyberattaques, créé en 2010 par 2 anciens de la DGSE. Et Ivan Kwiatkowski, que vous avez déjà vu dans Smartech, chercheur en cybersécurité chez Kaspersky, qui là est une société de cybersécurité et de protection de la vie privée numérique fondée en 1997 à Moscou par le célèbre Eugène Kaspersky. Je vais vous poser une question déjà à tous les deux. Tiens, est-ce que, selon vous, c'est vraiment l'affaire la plus importante après les révélations de Snowden et donc des écoutes mondialisées par la NSA? La plus importante, je ne sais pas. Ingrid Schöllner. Par contre, je pense que c'est la première fois que ce logiciel serait dévié de son usage prévu et utilisé à des fins d'espionnage contre des personnes comme des journalistes et des organisations non gouvernementales. Donc finalement, la plus importante en volume, je ne sais pas, mais d'un point de vue stratégique ou politique, je pense. Oui, j'aurais tendance à être d'accord avec cette analyse. Effectivement, quantifier quelle est la révélation la plus importante ces dernières années, c'est pas toujours facile, mais avec l'affaire NSO, pour moi, on a quand même franchi un palier dans la démocratisation. Donc NSO, c'est le nom de l'éditeur. Oui, pardon, NSO Group, qui est le créateur de ce logiciel Pegasus. Il y a vraiment une démocratisation de ces outils d'attaque qui, à une époque, étaient vraiment l'apanage de gouvernements, c'est-à-dire de puissances souveraines, et qui tombent peu à peu en fait dans des sociétés privées qui, elles, revendent ces capacités au plus offrant, quelque part. Et donc, on a vraiment cette progression des outils d'attaque qui sont de plus en plus démocratisés et donc accessibles à de plus en plus d'acteurs. Et ça, à mes yeux, c'est très problématique. Qu'est-ce qu'on sait justement de cet éditeur NSO? Alors moi, j'ai noté qu'ils ont été créés en 2011. Ce n'est pas des petits jeunes qui viennent d'arriver sur le marché, quand même. Entreprise israélienne, je le disais, donc qui vend un outil quand même décisif, a priori uniquement dédié à la lutte contre le terrorisme et le banditisme. Et là, les révélations des journalistes nous disent que finalement, ça ne représente qu'une infime partie de leur business, cette lutte contre le banditisme. Qu'est-ce qu'on en sait? Est-ce que vous connaissez, vous, NSO?
Alors, on connaissait NSO depuis plusieurs années dans le milieu de la cybersécurité parce qu'ils ont toujours eu un business qui était de vendre des vulnérabilités logicielles, de vendre une manière... En fait, ils vendent une capacité. C'est-à-dire, si jamais vous êtes client de NSO, vous avez le pouvoir de pénétrer n'importe quel iPhone partout dans le monde à distance. Voilà. Et c'est ça vraiment la capacité qu'ils vendent. Alors ensuite, ils ne sont pas en mesure de dire, alors si on les croit, contre qui cette capacité est utilisée. Donc l'intérêt de ces révélations qui ont été faites par le consortium Forbidden Stories et Amnesty International, c'est qu'ils ont eu accès à une liste de numéros de téléphone qui étaient susceptibles d'avoir été attaqués par les utilisateurs de NSO. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas forcément tous été ciblés, mais ils étaient dans une liste où potentiellement il pouvait y avoir une attaque ultérieurement. Et dans cette liste, on trouve des organisations non gouvernementales, des journalistes, bien sûr des présidents de la République, des avocats, voilà, donc toute une population qui, a priori, on pourrait suspecter qu'elle n'a rien à voir avec la lutte contre le terrorisme. Voilà. Et donc constater l'étendue de ce ciblage, c'était quelque chose qui était jusqu'à présent inconnu, même si on le suspectait, et qui est clairement extrêmement préoccupant. Alors, ce n'est pas juste un outil d'écoute téléphonique. Si on devait décrire comment fonctionne ce logiciel, Ingrid Zollner. Alors, il fonctionne de façon extrêmement élaborée. Le point principal est quand même les capacités, on en parlait, de recherche de la société NSO pour trouver des failles critiques dans les téléphones, pour réussir finalement à trouver la porte d'entrée sur les téléphones. Et là-dessus, effectivement, on les connaît depuis plusieurs années, mais alors l'événement de cet été, en quelque sorte, c'est d'avoir encore une fois réussi à aller un petit peu plus loin dans les failles. À chaque fois que Apple patch, NSO cherche de nouvelles failles. Et donc le principe est vraiment de, à chaque fois, chercher de nouvelles failles pour réussir à vendre leurs produits. C'est ce qu'on appelle les failles zero day, c'est-à-dire qui n'ont pas encore été détectées. Exactement, qui n'ont pas encore été patchées aussi par l'éditeur, par Apple en l'occurrence. Et ce qui fait que cet outil peut s'installer sur un téléphone sans aucune action volontaire de l'utilisateur. Voilà. Pas de clic, pas d'erreur en fait de l'utilisateur. Ça, c'est le côté le plus fourbe, je pense, de tout ce dossier, et le côté aussi le plus actuel. Il me semble que c'est là vraiment sorti cette année l'utilisation de zéro clic par Pegasus. Et effectivement, l'utilisation zéro clic fait que finalement, si vous êtes sur une liste, de fait, vous êtes non seulement cible, mais aussi victime, puisque vous n'avez rien à faire pour faire la boulette. Vous n'avez même pas d'action à faire pour être victime. Vous êtes victime dès que vous êtes sur la liste et que ça s'installe sur votre téléphone. Yvan Katowski, vous étais venu dans Smartech, je me rappelle, vous avez parlé de l'importance des failles zero day qui s'échangeaient désormais sur le dark web à des prix qui devenaient abordable. Il ne faut quand même pas être n'importe qui pour trouver des failles zero day sur iOS ou Android. Pour en trouver, ça reste quand même difficile. Pour en trouver, dans le sens de les découvrir, pour les acheter. J'imagine que chez NSO, ils sont plutôt dans l'optique de la découverte. Effectivement, mais ces découvertes, elles peuvent être faites par des chercheurs indépendants éventuellement. Il y a des gens très talentueux qui sont capables de trouver ces failles et puis ensuite qui les revendent à des revendeurs de vulnérabilité qui font en fait l'intermédiaire entre des États, entre des sociétés comme NSO et puis ces découvreurs. NSO, ils ont des équipes aussi en interne dont le seul but, je ne sais pas combien, ils ont sûrement des centaines de chercheurs, leur travail au quotidien, c'est d'analyser les systèmes d'exploitation iOS, Android et de découvrir des failles dedans. Et ensuite, ces failles, quand elles sont revendues, alors ça peut être individuellement à des États à travers certains prestataires, mais pour NSO, c'est fait, ils vendent tout le package qui est la faille, l'outil d'intrusion, les serveurs qui permettent d'envoyer la vulnérabilité vers le téléphone. Et ça, est-ce que c'est accessible à tout le monde ? En fait, c'est une capacité qui coûte seulement quelques millions de dollars. Ça peut paraître beaucoup, en fait, parce que moi, je ne les possède pas à titre personnel, mais pour n'importe quel pays du monde, voire même pour certaines grandes entreprises, fondamentalement, ce n'est pas une somme qui est insurmontable. Et pour l'utilisateur, donc on dit il n'a aucune action. Est-ce que c'est totalement invisible ou est-ce qu'il y a un moyen quand même de détecter qu'un logiciel est venu s'installer sur son téléphone ? Pour moi, pour l'utilisateur, c'était invisible. Pour l'utilisateur normal, on va dire, sauf à ce qu'il soit extrêmement proche de sa DSI et qu'il confie régulièrement son téléphone à une DSI. Bon, c'est rarement le cas. Non, même en fait, c'est extrêmement difficile, même pour un utilisateur expert, de voir que sur son téléphone, il y a eu ce type de logiciel qui a été installé, parce que c'est sur les téléphones modernes, on n'a pas vraiment de capacité d'investigation. C'est-à-dire vous achetez un iPhone ou un téléphone Android, mais surtout avec les iPhones, vous ne pouvez pas vraiment aller fouiller dedans pour voir ce qu'il y a dessus, voir quels sont les processus qui tournent, parce que Apple
est responsable de la sécurité de votre appareil et donc considère que vous n'avez pas à aller fouiller dedans de la manière qu'un attaquant ne doit pas être capable d'aller fouiller dedans non plus. Et donc, vous pouvez Ce qui est aussi une protection, parce que ça créerait des failles de laisser l'utilisateur aller fouiller dans le système. Alors, on pourrait avoir le droit d'inspecter sans forcément être capable de modifier, mais en fait, les murs du jardin sont très très hauts et personne ne peut les franchir, sauf les gens qui trouvent ces failles qui coûtent très très cher. Donc, si moi, sur mon téléphone, j'avais ce type de logiciel espion qui tournait, je pense que je ne serais pas en mesure d'aller mener les investigations. Même vous, Yvan Kiatowski ? Voilà. Il y a quelques acteurs du coup qui sont capables dans le monde de détecter l'attaque, mais en réalité c'est presque, c'est pas trop tard, mais c'est tout de suite, juste après l'attaque. On en fait partie chez Tetris. Il y a quelques éditeurs mondiaux aussi, il y a Counter-Strike et Lookout par exemple. L'idée est de savoir, d'analyser ce qu'il se passe sur le téléphone et les points principaux qu'on peut détecter, c'est les flux sortants par exemple. Oui. C'est-à-dire que il y a des flux sortants du téléphone quand il y a de l'espionnage qui sont quand même réguliers et qui ne vont pas tout à fait vers les adresses qui sont prévues. Parce que alors, ce qui est aspiré, donc je disais, ce n'est pas juste des écoutes téléphoniques, c'est vraiment l'ensemble des datas qui sont dans le téléphone, mais aussi qui transitent lors des échanges sur des messageries, par exemple. Ça, c'est un point très important. C'est-à-dire quand on pense à surveillance téléphonique, on pense vraiment aux appels, aux données vocales. Mais en pratique, quand l'attaquant est sur notre téléphone, il a accès à tout ce qui est sur le téléphone. Ça peut être les SMS en transit, mais aussi les SMS que vous avez reçus depuis toute l'histoire de votre téléphone. Ça peut être vos contacts. En tant que journaliste, vous avez peut-être des sources. Ces sources-là, on n'a pas forcément envie que leur identité soit divulguée, mais s'ils sont dans votre carnet d'adresse, forcément, l'attaquant qui est sur le téléphone y a accès. Si jamais vous avez le numéro de votre oncologue dans votre répertoire, potentiellement, ça dit des choses sur vous aussi. Et donc, c'est pas... Les données qui sont importantes, c'est pas seulement les données vocales, c'est même pas seulement vos SMS, c'est aussi toutes les métadonnées, tout ce qui se trouve autour et qui révèlent énormément de choses sur vous. Le vrai moyen peut-être pour ces personnes qui sont ciblées, c'est de compartimenter les usages. Et d'avoir, c'est triste, mais d'avoir un téléphone sur lequel on ne fait pas grand-chose. On n'utilise pas les grandes applications grand public, WhatsApp, etc., mais au moins on compartimente ces usages. Et quand on a des informations, comme on dirait, extrêmement sensibles, on utilise un téléphone qui ne sert qu'à ça, ou qui ne sert qu'à recevoir éventuellement, et encore un autre pour envoyer. Alors c'est extrêmement manuel, mais si on veut vraiment se sécuriser et qu'on a la responsabilité d'instances très hautes, on va dire, ou qu'on a la sensibilité d'information très haute, ça peut être une solution. Quand on est un chercheur en cybersécurité, qu'on travaille pour Tetris, Kaspersky, qu'est-ce qu'on tire comme enseignement d'une affaire comme celle-ci ? Est-ce que ça change la manière de travailler ? Comment ? Parce que j'imagine que les autorités cherchent des solutions pour mieux se protéger aussi. Tout à fait. Moi, à titre personnel, je trouve que c'est terrifiant, ce genre de révélation, parce que on arrive dans un monde où j'ai l'impression que pour être en sécurité, il faudrait qu'on laisse tomber le téléphone et puis qu'on en arrive à faire sans. Alors, sans aller jusque-là, peut-être qu'on peut revenir sur ce qu'ils appellent les dumb phones, avoir les vieux Nokia qui servent que à téléphoner, que à appeler, et puis faire le reste sur ordinateur, c'est possible. Mais on se sent assez démuni en fait, devant ces capacités extraordinaires qui sont de plus en plus répandues et face auxquelles c'est extrêmement difficile de se défendre. Et donc, à part un espèce de retour en arrière technologique à titre individuel, je pense qu'on ne peut pas faire grand-chose. J'ai dit, sinon passer sur son ordi. Le PC est mieux protégé ? Le modèle de risque du PC, il est un petit peu différent. C'est-à-dire que... Parce qu'on peut trouver des failles 0-day aussi sur son système d'exploitation on peut, mais fixe. Les PC sont un peu plus protégés d'une certaine manière, dans le sens où si jamais vous avez votre numéro de téléphone, je peux vous appeler tout le temps. Si jamais vous avez mon adresse IP, vous ne pouvez pas forcément vous connecter à mon ordinateur, parce que en termes de réseau, chez moi, j'ai une Livebox ou une Freebox qui fait quelque part un peu rempart devant ce type d'attaque. Et donc, c'est plus dur pour un attaquant d'aller toucher mon ordinateur directement qu'un téléphone qui, lui, en fait, est toujours connecté au réseau, toujours accessible tout le temps. Ce que je pense, c'est que finalement, cette attaque, cette opération a permis une prise de conscience quand même qu'il y a plusieurs canaux pour se faire attaquer. C'est-à-dire qu'en ce moment, récemment dans les médias, on entendait parler quasiment exclusivement des ransomware sur les systèmes d'entreprise, donc ordinateurs et serveurs. Là, on entend parler d'autre chose, d'espionnage sur mobile. Finalement, ça a permis, nous, ce qu'on a vu de nos clients, que les entreprises se rendent compte que les téléphones portables sont aussi un vecteur d'attaque, parfois différent, puisque l'espionnage, c'est pas tout à fait comme ransomware, mais à la fin, pour nuire à l'activité de l'entreprise, c'est quand même pas mal. Et voilà, donc finalement pour nous, en tout cas, ça a permis une prise de conscience du fait que les systèmes informatiques des entreprises sont tous interconnectés. Assez facilement, on utilise son téléphone personnel pour des usages professionnels, donc ça a aussi permis de rééduquer sur attention, on fractionne un petit peu les usages, ou alors on sollicite sa direction informatique avant d'installer quelque chose, etc. Donc il y a quand même une prise de conscience positive de toute cette histoire. Oui, mais ça fait partie des meilleures parades, je dirais. C'est cet éveil, en fait, de faire prendre conscience des dangers. Exactement. Je suis d'accord là-dessus.
là-dessus, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé, y compris sur ce plateau, de ransomware et de menaces qui ciblaient les entreprises. Et bien sûr, elles sont aussi ciblées par ce problème spécifique. Oui. Mais ce qui est intéressant avec ces révélations du groupe NSO, c'est de montrer que la société civile, elle aussi, elle est concernée par ces problématiques de cybersécurité. Que vous, comme moi, potentiellement, un jour, on pourrait tomber dans le collimateur d'un État ou alors d'une organisation qui aurait ces capacités et se retrouver espionné aussi. Et donc, ça rappelle que la cybersécurité, c'est un problème qui concerne tout le monde et pas seulement les grands groupes, pas seulement les entreprises. Quelles solutions alors on peut apporter ? Quelles sont les bonnes pratiques pour le citoyen lambda, justement ? En un, mettre à jour ses téléphones. Mettre à jour ses systèmes d'exploitation. On a eu, suite à l'affaire Pegasus... Parce qu'elles sont corrigées quand même rapidement, ces failles zero day ? Dès qu'elles sont découvertes. Ça peut prendre combien de temps ? Plusieurs semaines. Plusieurs mois. Il y a eu des cas où les zero day persistaient pendant des années. Tant qu'ils ne sont pas utilisés ou tant qu'ils ne sont pas découverts, fondamentalement, on ne peut pas vraiment les corriger. Et alors, question totalement naïve, mais alors une fois qu'une faille est corrigée, je mets à jour mon système d'exploitation, est-ce que ça veut dire que ça va avoir chassé le logiciel espion ? Ça nettoie rien. Ça permet juste d'éviter que la porte, celle-là, soit encore ouverte. Donc, si le mal est fait, c'est trop tard, même après une mise à jour. Si le mal est fait, là, donc Amnesty International a... Parce que quand on clique sur la mise à jour, on dit ça répare, ça corrige des failles et tout ça, donc on a l'impression qu'on va se retrouver à l'abri, mais en fait, ça ferme la porte, mais si le méchant est dedans, si le voleur est dans la maison, vous fermez la porte, mais il a le temps de faire ses sacs en quelque sorte. C'est un peu la même. C'est ça. Vous êtes d'accord, Yvan ? Je suis complètement d'accord. Mais Amnesty a publié certains outils informatiques qui sont actuellement un peu difficiles à utiliser, mais qui permettent de vérifier sur le téléphone si jamais il n'y aurait pas des traces de compromission qui seraient liées à Pegasus, mais aussi potentiellement à d'autres logiciels. Et donc, si jamais vous avez quelqu'un qui se connaît un peu en informatique et que vous suspectez que vous pourriez avoir fait l'objet de ce type de surveillance téléphonique, ça vaut la peine d'essayer de faire ces tests-là. On a aussi un projet open source chez Kaspersky qui permet d'analyser les flux sortants d'un téléphone et puis de regarder si ça ne ressemble pas à quelque chose de malveillant. Voilà, et ça, c'est gratuit, donc éventuellement, ça peut mériter... Ça peut être un premier signal d'alerte. Mais donc ensuite, si le mal est fait, il n'y a qu'une chose à faire, c'est jeter son téléphone, changer de numéro ? Pas nécessairement, on a des opérations de... Enfin, chez Tetris, on a lancé des opérations de nettoyage a posteriori. C'est laborieux par contre, ça demande des équipes pointues. Bon, on les a mis en œuvre. C'est plus simple de changer de numéro. C'est moins cher aussi. Après, par moment, c'est difficile pour certaines personnes de changer de numéro, changer de device, changer d'appareil, etc. Mais effectivement, pareil, si jamais ça peut aider, on a mis chez Tetris en place un MTD, donc une application qui permet de savoir si vous avez été touché gratuitement sur Apple. Bon, elle est en ligne depuis des mois, mais effectivement, on a eu un pic de téléchargement sur le mois de juillet et depuis. Voilà, c'est gratuit, Tetris MTD sur Apple. Ça permet au moins de savoir si le téléphone est propre. On a deux outils gratuits qui permettent de vérifier si tout se passe correctement sur son téléphone. Déjà ça. Est-ce qu'on peut revenir sur la technique de Pegasus, en fait ? Est-ce qu'on sait véritablement comment travaille NSO ? Alors, comment il travaille à quel niveau ? C'est-à-dire au niveau de la recherche ? Techniquement, c'est-à-dire le déroulement d'une attaque. Oui. Alors, la manière dont ça fonctionne, c'est qu'ils ont trouvé des vulnérabilités dans certains composants logiciels. Par exemple, si on prend le cas d'Apple, il me semble que la vulnérabilité était dans iMessage, donc l'application pour recevoir des messages. Et ils trouvent une faille dedans qui est liée à la manière dont les messages reçus sont traités par le système d'exploitation. Il y a un bug qui fait que quand on reçoit un message qui est formaté de telle manière, les détails, peu importe, le système a une erreur et ensuite il effectue une action qu'il ne devrait pas effectuer. Et donc le scénario, c'est vous recevez un SMS et votre téléphone, la vulnérabilité est déclenchée et au lieu de vous afficher un SMS, il va installer une application. Voilà. Ou alors il va se connecter sur Internet, télécharger un package et puis l'installer. Et à aucun moment vous aurez... Donc il y a quand même une phase de téléchargement qui n'est pas liée à un clic, mais qui est liée quand même à une action sur mon téléphone, à la réception d'un message. Mais elle est invisible. Elle est invisible parce que... Mais ce message, il vient bien de quelqu'un. Bien sûr, mais... Oui, vous allez voir 06, message entrant. Et vous n'allez pas l'ouvrir parce que vous ne connaissez pas la personne, mais c'est fait. Non, vous ne le lirez même pas. C'est-à-dire, il atteint pas votre boîte de réception, c'est-à-dire il est reçu, le téléphone le traite, et comme il y a un bug, le bug ensuite conduit à l'installation d'un logiciel, mais en fait, il n'arrive pas jusqu'à votre boîte de réception, il s'arrête avant, et donc il n'y a rien à voir. Vous pouvez pas vous pouvez pas regarder votre répertoire ou dans votre boîte de réception et regarder s'il n'y aurait pas un message qui était suspect. Il n'existe pas. Et alors, une fois que ce logiciel est installé, qu'est-ce qu'il fait dans le téléphone ? Comment fait-il pour capter, aspirer l'ensemble des données ? Eh bien, à partir du moment où le logiciel il est sur votre téléphone, en fait, il a accès
à toutes les données de votre téléphone. C'est-à-dire c'est comme un programme qui est en train de tourner. Si jamais vous avez un ordinateur, c'est le même fonctionnement. Si vous avez un ordinateur, vous avez une application. Oui, mais chaque application est séparée. Enfin, et parfois même, on fait attention, on leur demande de ne pas surveiller, de ne pas suivre. C'est une bonne remarque. Et en fait, la complexité de la recherche de ces failles logicielles, elle est qu'il n'y en a pas une seule, qui serait la faille iMessage qui permet de rentrer, mais aussi une faille dans Blastdoor, qui est le compartimenteur de Apple, c'est-à-dire le composant de sécurité qui permet d'empêcher qu'une application accède aux données des autres applications, etc. Et donc, vous avez une chaîne qui est composée de 2, 3, peut-être 4 vulnérabilités, qui permet d'accéder au téléphone, puis ensuite d'élever ses privilèges sur le téléphone et d'accéder à toutes les données. Ça, prise de contrôle et export des datas. Finalement, ce qu'il faut retenir, effectivement, c'est que l'attaque vise à prendre le contrôle de votre appareil. Donc c'est lié quand même à plusieurs failles qui sont exploitées. Voilà. Et plusieurs millions d'euros de coûts quand même. Et ça permet d'attaquer massivement autant de smartphones qu'on le souhaite. Et alors, massivement, c'est pas exactement le terme, c'est-à-dire que... Parce que finalement, là, on parle de 50 000. Ouais. Pourquoi pas 50 millions, je veux dire? Quel est le frein, la limite? Alors, la limite, c'est ces vulnérabilités qui coûtent cher. C'est-à-dire que si jamais vous attaquez 50 millions de personnes en même temps, il y en a bien une quelque part qui va voir quelque chose. Voilà. Parce que dans les 50 millions, il y aura peut-être un chercheur en cybersécurité, il y aura peut-être quelqu'un qui a une équipe de sécurité qui surveille son téléphone, des choses comme ça. Et donc, si jamais il n'y a pas de ciblage, si jamais vous ciblez toute une population, les chances que la faille soit découverte, elles augmentent proportionnellement au nombre de victimes. Et donc c'est pour ça qu'il y a quand même cette obligation de cibler un peu, c'est que si jamais vous voulez que les zero day ils persistent dans le temps, vous êtes obligé de faire un petit peu attention avec. Voilà, c'est le seul frein à ce que l'ensemble de la planète se fasse pirater en même temps. C'est finalement du luxe de la cyberattaque, c'est malheureux, Ouais. mais c'est un peu ça. Il faut faire de la pointe, il faut faire du ciblage pour éviter de tomber, comme le disait Yvan, sur des personnes qui seraient trop informées et qui auraient pu détecter la chose. Et après, de l'exploiter ou non, la faille, ça coûte le même prix? Bon, là encore, question naïve, on a vu qu'il y avait 50 000 téléphones ciblés, pas forcément tous attaqués. Pourquoi? Alors, c'est une bonne question. Ça coûte le même prix, c'est-à-dire que ce qui est acheté, qui coûte quelques millions d'euros, c'est la capacité. La capacité, c'est pouvoir rentrer sur n'importe quel téléphone, n'importe quand. Ouais. Voilà. Et après, vous en choisissez un, vous en choisissez 50 000, c'est pareil. Voilà, ça change rien. Vraiment, le seul critère, c'est si jamais vous attaquez trop de téléphones, un jour, potentiellement, il y en a un d'entre eux. Après, il faut avoir la capacité du traitement de la donnée qui est Bien sûr. récupérée. Après, il faut avoir les analystes, il faut avoir les gens qui peuvent... C'est pour ça que derrière, on retrouve des gouvernements, pas des particuliers. Ça ne concerne pas tout le monde. Ça a permis une sensibilisation de beaucoup de monde. Et en ça, je répète, je trouve ça super chouette. En quelque sorte, c'est malheureux, mais super chouette, c'est un grand mot. Mais ça a permis de sensibiliser les entreprises, de sensibiliser les particuliers au risque de l'espionnage, au risque des cyberattaques un peu plus. Mais Pegasus en soi, le sujet dont on parle depuis cet été, n'a touché précisément que, entre guillemets, 50 000 personnes. Ouais. J'apporte juste une petite nuance là-dessus, qui est que c'est quand même grave dans la mesure où il y a des gens qui ont été espionnés par Pegasus et ensuite qui ont été arrêtés et ou tués. Ouais. Voilà. Donc on parle quand même de gouvernements non démocratiques qui ont utilisé cette capacité. Il y a eu des rumeurs. Il y a des tensions aujourd'hui très fortes entre l'Algérie et le Maroc. Voilà, aussi. il y a eu les cartels mexicains qui ont eu accès au logiciel à une époque, qui ont servi pour aller retrouver des gens qui recherchaient et puis les assassiner. Donc c'est quand même quelque chose d'assez grave. C'est-à-dire que là, on a un génie technologique qui devient une arme de puissance nucléaire aux mains des mauvaises personnes. Et le génie est sorti de sa bouteille. Et donc, on est impuissant face à ces attaques zero day aujourd'hui? Parce que c'est un peu ce que dit l'agence de sécurité allemande. On a dit que c'est très difficile d'envisager des mesures de prévention. C'est vrai. Voilà. À titre individuel, on est assez démunis. Donc, à part revenir sur des téléphones qui n'ont pas en fait les capacités techniques de faire tourner des logiciels. C'est revenir au low-tech, là, si vous me dites. Ouais. Revenir au low-tech, c'est une solution. Essayer d'être extrêmement vigilant sur son propre téléphone et puis avoir des contrôles de sécurité réguliers si jamais vous avez cette capacité, mais qui est un luxe qui n'est pas donné à tout le monde. Et puis, sinon, au niveau étatique, il peut y avoir plus de régulation, plus au niveau international, il y a des solutions certainement. C'est-à-dire que le logiciel Pegasus, qui est fabriqué par une société israélienne, il est ensuite commercialisé à l'étranger avec des autorisations à l'exportation du gouvernement israélien. Potentiellement, il peut y avoir peut-être des discussions au niveau diplomatique sur est-ce que, oui ou non, on autorise la diffusion de ce type de logiciel. Oui, la question se pose, effectivement. Merci beaucoup, Ingrid Zöllner, directrice marketing et membre du COMEX, chez Tetris, et Yvan Kiatowski, chercheur en cybersécurité chez Kaspersky, pour ses éclairages et ses premiers enseignements après les révélations du projet Pegasus. Juste une petite pause avant de reprendre. On continue sur la cybersécurité avec un bilan de l'été cyber catastrophique au quotidien.
Vous êtes sur Bismart et vous regardez Smartech en direct à 11h. C'est votre quotidienne dédiée au monde de l'innovation et du numérique. Alors, dans cette deuxième partie de l'émission, nous partirons à la découverte d'une innovation dans l'automobile. Mais d'abord, on a rendez-vous avec l'alerte cyber et Damien Bancal, fondateur du site zatas.com. Bonjour Damien, très heureuse de vous retrouver. J'espère que vous avez pu passer quand même de bonnes vacances, malgré un été très actif du côté du cybercrime. On va dire que normalement l'été c'est censé être calme, la plage pour les uns, la montagne pour les autres, bref un petit peu de repos. Mais c'est juste oublier un tout petit détail, mais alors tout petit détail, avec l'informatique et le numérique, s'il y a bien des gens qui ne prennent jamais de vacances, eh bien c'est vraiment les pirates. Alors, les faits les plus marquants cet été, c'est quoi? À part le projet Pegasus dont on vient de parler dans le talk, c'est toujours les ransomware? Ouais, alors j'avoue qu'il a été très compliqué de faire un tri tant comme le chantait Eric Chardin. Souvenez-vous, il chantait « L'été sera chaud ». Bref, il avait raison parce que l'été 2021, il a été caliente, super chaud. Alors d'abord, pourquoi? Parce qu'effectivement, du côté des ransomware, alors si certains groupes comme Sodony Cobie ont disparu, pour rappel, ce dernier agissait quand même depuis plus de 2 ans, et avant de disparaître, ils avaient quand même infiltré et malmené plusieurs centaines de milliers de serveurs de la société et de ses clients. Donc ça fait quand même de gros dégâts. Et puis, ils ont disparu. Alors, il faut savoir que malheureusement, un disparaît et des dizaines d'autres apparaissent. J'ai pu référencer cet été pas moins de 22 nouveaux groupes pirates, alors des maîtres chanteurs, à être sortis des méandres du web. Alors, certains ont simplement changé de nom. Ça, c'est une technique. On change de nom, c'est soi-disant pour totalement disparaître. Ils reviennent. Clairement. Alors on a aussi d'autres qui sont revenus d'outre-tombe. Souvenez-vous du groupe Clop. Ils ont été arrêtés par les autorités ukrainiennes en juin 2021 et puis ils sont revenus. Alors on a aussi Logbit 2.0, très important de dire 2.0, Vice Society, Esmeralda, Hive. Bref, du côté du chantage 2.0, ça n'a pas cessé. Alors la faute à des failles qui n'ont pas été corrigées, l'une d'elles passée par des imprimantes ou alors tout simplement, vous savez, ce courriel un petit peu trop lu rapidement. Et surtout la pièce jointe sur laquelle on a cliqué. Alors un petit chiffre qui, moi, m'a complètement choqué. L'éditeur antivirus F-Secure a indiqué là que cet été, 1/3 des cyberattaques qu'ils ont traitées étaient des ransomware. Bon, on a eu aussi de l'activité du côté des fuites de bases de données. C'est ça. En 2 mois, j'ai pu constater la vente ou la diffusion, accrochez-vous bien, chère Delphine, de plus de 100 millions de données piratées. Alors, ce que vous voyez à l'écran, vous avez certainement dû en entendre parler. J'ai découvert cet été qu'un pirate informatique avait diffusé un échantillon gratuit, comme chez votre parfumeur. Alors, attention, un échantillon gratuit de 1 million de cartes bancaires, avec bien sûr les informations des porteurs de ces cartes bancaires. Et l'échantillon servait à quoi? À vanter la cyberboutique que vous voyez à l'écran. Dans une cyberboutique, et j'y suis retourné pas plus tard qu'il y a 2 heures, il avait encore plus de 2 millions de personnes à vendre et quelque chose comme 40 000 Français. Bon, et pourtant les autorités n'ont pas chômé pendant ces vacances. Oui, alors les autorités, leur mission est quand même d'agir. Elles agissent soit en information non publique ou alors en étant un peu plus communicantes. Et comme on le voit à l'écran là, c'est le FBI qui a saisi la société WVPN. Alors des sociétés dédiées au VPN, il y en a autant que des cerises dans un cerisier, sauf que WVPN annonçait à tout le monde qu'elle n'avait pas du tout de traces de ses clients. Alors bien sûr, les pirates se sont jetés sur l'occasion, se sont dit on va les utiliser. Le FBI a dit c'est comme ça, ils ont saisi tous les serveurs de l'entreprise et le FBI a joué un petit peu au troll et sur la page lors de l'arrestation, ils ont indiqué que en fait WVPN sauvegardait toutes les données. Alors autant dire qu'il y a pas mal de pirates qui sont en train de trembler au moment où on se parle. Merci beaucoup Damien Bancal pour ces alertes cyber que vous avez menées avec assiduité dans Smartech et toujours avec le sourire, même si ce sont des sujets graves. Voilà, on les accepte peut-être mieux avec votre sourire Damien. Et pourtant vous allez partir vers d'autres aventures professionnelles et donc on ne vous retrouvera plus aussi souvent dans Smartech. Je vous appellerai quand même Damien. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Alors on continue Smartech. Alors à suivre, c'est une séquence reportage. On va voir ceux qui font demain.
Smartech est parti à la rencontre d'une entreprise qui s'est fixée comme objectif de commercialiser la première berline à hydrogène dès 2026. Alors, allier luxe et innovation, c'est l'idée d'un ancien pilote qui a été reconverti en entrepreneur. Vous allez le découvrir dans le reportage de Cécilia Sévry et Koseila Bouèche. J'ai été pilote de course pendant des années et puis pilote de développement dans un programme qui visait à développer une voiture de course à hydrogène. Donc ça a duré pour moi pendant 7 ans où ça a été une vraie découverte de ce qu'était cette technologie de la pile à combustible, de l'hydrogène. Et ce qui était très intéressant pour moi, c'est que finalement cette technologie, on l'a développée dans des conditions les plus exigeantes possibles parce que on avait une target, c'était d'aller chercher la performance. Et donc voilà, ça m'a vraiment appris à découvrir cette technologie, la maturité qu'elle pouvait avoir et puis surtout la potentialité. Et c'est pour ça que j'ai ensuite créé Opium avec cet objectif de commercialiser une voiture haut de gamme à hydrogène. Ce qui est très important avec l'hydrogène, c'est que c'est un vecteur énergétique finalement qui permet de réaliser des performances plus importantes qu'un véhicule électrique. Aujourd'hui, nous, on a annoncé 1000 km d'autonomie avec un temps de recharge de 3 minutes. Et ça, c'est un point très important parce que finalement, on ne change pas du tout l'habitude de l'utilisateur comparé à une voiture électrique où on va devoir recharger pendant 10, 15, 20 minutes minimum. Il faut savoir que dans une voiture à hydrogène, il y a des moteurs électriques comme sur une voiture à batterie, sauf que l'électricité, finalement, il est généré grâce à l'hydrogène et dans un système qu'on appelle une pile à combustible. Et en fait, c'est un mélange d'hydrogène et d'oxygène au sein de ce système qui permet de générer de l'électricité à bord du véhicule et qui est envoyée directement au moteur. Il était crucial de prendre en compte certaines contraintes dès le début du design. Par exemple, ça a été une bouche d'aération assez importante sur la voiture qu'on peut voir ici, parce qu'il y a un besoin de refroidissement assez important pour une pile à combustible. Donc ça, c'était une indication parmi d'autres. Et donc il y a un vrai intérêt pour nous finalement de partir de zéro entre guillemets, c'est qu'on construit vraiment le véhicule autour de la technologie. Et comme vous pouvez le voir ici, voilà, on a ce qu'on appelle une plateforme technologique sur laquelle on va avoir tout le système de propulsion, le système de stockage à hydrogène, on voit ici les réservoirs, les moteurs électriques qui sont cachés derrière, et puis toute la partie pile à combustible qui permet de générer l'électricité à bord du véhicule, qui est ensuite envoyée au moteur électrique. Notre démarche, c'est vraiment de proposer un véhicule zéro émission grâce à la technologie de l'hydrogène. Et en plus de ça, l'ambition, c'est aussi de pouvoir remplir nos véhicules avec de l'hydrogène vert, pour que ça puisse vraiment compléter notre vision et que finalement, il y ait vraiment une cohérence par rapport au fait de rouler proprement. Moi, pour ma part, je suis extrêmement optimiste par rapport à cette vision parce qu'il y a un vrai virage qui a été pris par rapport à l'hydrogène et par rapport à cette volonté finalement de pouvoir créer des infrastructures dans tous nos pays cibles et dans la France forcément. Donc c'est même à la limite très encourageant finalement de voir un peu l'engouement qu'il y a et les investissements qui sont mis sur la table pour développer cette technologie, développer les infrastructures. C'était notre séquence Ils font demain. Merci à tous de suivre Smartech sur Bismart, à la télé, sur le web et les réseaux sociaux. On se retrouve demain pour de nouvelles discussions sur la tech. D'ici là, restez en alerte.